Bonjour, bienvenue à l'émission Parlons Vrai, épisode 3. C'est l'émission où on se dit les choses, où la parole est libre, on peut s'exprimer en toute clarté sur des sujets dits sensibles de société, on décrypte, on éclaircit l'actualité, cachée ou non à notre manière, notamment celle qui fait partie intégrante de notre quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de mamans que j'appellerais de mamans hors du commun, de mamans investies. Donc voilà, je vais les saluer comme il se doit. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour Bouba, je vais bien. Bonjour Bouba, je vais bien. Ça va? Ça va, merci. Donc voilà, c'est madame Koulibaly, Ramata Koulibaly, qui est à ma droite. Et ensuite, je tiens à saluer aussi madame Diawara, comment allez-vous? Ça va très bien, bon, Tout va bien? Merci. Ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Ok, donc nous allons nous mettre à l'aise de suite, donc je vais introduire de suite. Oui. Femme de ménage dans les grands hôtels, 4 étoiles ou en équipe, à 6h30 du matin dans nos quartiers, toutes vêtues de la même tenue, nettoyant ces halls salis par leurs propres enfants la veille, car peu ou pas scolarisés dans leur jeunesse. Femmes, arracheuses de diplômes en Afrique comme en France, parfois ne pratiquant malheureusement pas un métier à la hauteur de leurs études, une fois arrivées en France. Car le diplôme acquis en Afrique est souvent dévalué en France. En effet, il n'a pas la même valeur qu'un diplôme français, alors qu'en réalité en Afrique, le niveau scolaire est largement plus élevé. D'où le fait que les étudiants africains qui émigrent en France pour intégrer le système scolaire français ont des facilités d'adaptation. Bref, comme on dirait chez nous, ils déchirent tout. Pas d'instruction supérieure à l'autre, normalement. Maman diplômée ou non, elles ont toutes été instruites à la base à l'école de la vie africaine. Elles nous ont élevés, éduqués, allaités, femmes de ménage, de chambre, qui s'est tellement courbée qu'elle en a chopé une scoliose. Femmes instruites dans ces écoles qu'on a implantées en Afrique pour que leur peuple apprenne à mieux se soumettre en apprenant à dire oui en français. En vérité, chacun ses normes, son format culturel, ses échelles de valeurs. Normalement, pas de civilisation supérieure à une autre, même si la civilisation dominante, après avoir pillé toutes les autres, est celle dans laquelle nous vivons. Au premier abord, les femmes avec qui je suis autour de la table ressemblent à nos célèbres et chères mamans dans nos quartiers. Vestimentairement parlant, comme physiquement parlant, elles sont ces mamans que nous aimons tant dans nos cités depuis des décennies. Elles ont ces accents que nous aimons tant, originaires de l'ancien empire du Mali, de la région des Grands Lacs ou d'ailleurs. Elles ont cette douceur, à la fois cette fermeté pour recadrer leurs enfants en bas âge, ados ou jeunes adultes, afin qu'ils ne tombent pas dans le côté obscur de la force de la cité. Au premier abord, on s'attend à ce que lorsqu'elles ouvrent la bouche, avec leur charmant accent prononcé, on entend une ribambelle de mots approximatifs, mais compréhensibles pour la plupart. Petite parenthèse, pour les gens du parti le plus extrême de France, mais pas que, il a souvent été reproché à beaucoup de mamans africaines de mal parler le français, même au bout de 40 ans de présence sur le sol français. À ces gens, nous leur répondrons que ces mêmes mamans africaines, ainsi que toutes leurs familles, lorsqu'elles ont rempli leur dossier de logement, n'ont jamais demandé à vivre qu'entre elles. Elles n'ont jamais demandé à vivre qu'entre africaines dans les mêmes immeubles, de ne côtoyer que des personnes de leur pays, voire de leur ethnie, d'où leur manque de pratique de la langue française. Il nous semble que cet apartheid territorial dont nous a parlé M. Valls, pour faire parler de lui, cet apartheid territorial que la France a soi-disant découvert tout récemment, existe depuis cette crise, choc pétrolier, qui a conduit à une certaine classe sociale majoritairement blanche à fuir ces grands ensembles, projets politiques villes, qui ne devaient être que temporaires, transitoires pour tous ses habitants. Cette classe sociale favorisée a tout naturellement laissé une autre classe sociale plus modeste, majoritairement maghrébine, africaine, noire et antillaise, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues françaises, ceux qu'on laisse au banc de la société, ou plus communément les cités. En clair, ce ne sont pas ces mamans qui ont choisi leur lieu de résidence. Et si apartheid territorial il y a, c'est de la faute des offices HLM et des autorités qui les cautionnent et qui d'ailleurs en vérité pourraient se permettre de baisser fortement nos loyers, d'y modérer ou même carrément nous loger gratuitement car elles se sont remboursées depuis des décennies. Concernant la construction de ces jungles de bâtiments, je ferme la parenthèse. Je disais donc qu'au premier abord, au premier coup d'œil, on s'attend à ce que ces mamans ici présentes, comme beaucoup de nos mamans dans nos cités, s'expriment avec un charmant accent dans un français bricolé mais compréhensible. Par ailleurs, la plupart de ces mamans dans nos cités sont vaillantes, intelligentes, guerrières, prêtes à tout pour leurs enfants, piliers de leur famille, médiatrices, éducatrices de leurs enfants, comme de leurs maris, fédératrices, certes manquant d'instruction scolaire conventionnelle occidentale, mais ayant bénéficié d'une haute éducation africaine, ancestrale et orale. Dernière petite parenthèse, dans la mémoire collective, l'instruction occidentale est considérée comme supérieure aux autres. Éducation originaire de ce qu'ils appellent le tiers-monde. Eh bien c'est faux.
c'est juste une belle disquette qu'on nous met depuis quelques siècles. C'est juste qu'il y a une civilisation qui, après avoir pillé toutes les autres, s'est autoproclamée la civilisation. Elle a installé son hégémonie, faisant passer les autres pour des primitifs, alors qu'à la base, c'était bien le contraire. Aliénation culturelle, comme dirait notre grand-oncle, cher Anta Diop. Ces moments hors du commun sont là, présentes avec moi. Je n'en dirai pas plus. Nous allons nous laisser s'exprimer. Dans un premier temps, Madame Koulibaly, j'aimerais que vous fassiez état de votre cursus scolaire et professionnel, s'il vous plaît. En parlant bien devant le micro. Oui, la Bouba, je pense que vous me demandez beaucoup. S'il faut que je parle de mon cursus scolaire, ça remonte en fait. Je vous dis que je suis malienne et j'ai fait mon école au Mali, évidemment. Et je vais raccourcir parce que sinon, je vais beaucoup raccourcir parce que bon, sachez que moi, mes parents étaient d'abord, mon père, il était cheminot au Sénégal. Et donc, moi, je suis née au Sénégal. J'ai fait mon école primaire au Sénégal. Après, il y a eu l'éclatement du Mali. Et donc, on s'est retrouvés, l'éclatement du Mali, parce que vous savez bien qu'il y a eu la Fédération du Mali, Sénégal et le Mali, le Soudan français dans le temps. Et donc, après l'éclatement, les Maliens sont rentrés au Mali et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec mes parents au Mali. Et donc, j'ai continué mon école primaire au Mali et j'ai fait le DEF. Voilà, et j'ai fait mon bac et mon BTS en économie familiale et sociale. Okay. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu une bourse pour venir parfaire en France mes études en économie familiale et sociale. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup raccourci et pour parler un petit peu de mon cursus scolaire. Ok, d'accord. Et votre cursus, on va dire, professionnel ou extra-professionnel concernant votre association qui s'appelle l'APA-JF. D'ailleurs, l'APA-JF, que veut dire l'APA-JF? Alors, l'APA-JF veut dire Association pour l'accompagnement des jeunes et de la famille. APA-JF. Ok. Voilà. Et c'est une association qui date de 5 ans, créée en 2011, à Massy, pour être au plus près des jeunes et de la famille, les accompagner dans leurs différentes démarches, accompagner les jeunes également, accompagner parce que nous nous sommes rendus compte que c'est dès à bas âge qu'il faut prendre les choses en main et c'est dans la famille également. Donc c'est pour cela que nous sommes auprès des familles, auprès des jeunes, auprès des plus jeunes, c'est-à-dire déjà l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire. Et c'est le travail que nous faisons dans le quartier, du côté dans toute la ville de Massy, en fait. Voilà. Ok. Mais nous allons, comment dire, revenir sur, voilà, développer un petit peu plus sur vos activités associatives et voilà, extra-professionnelles. Et nous allons passer directement à Madame Diawara. Oui. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, voilà. Merci Bouba. Voilà, j'aimerais que vous nous fassiez état un petit peu de votre cursus scolaire, professionnel. Alors, scolaire, je veux dire, je vais aussi assez raccourcir. Moi, je suis donc d'origine mauritanienne. Je viens de la Mauritanie. Donc, moi, j'ai fait mon école en Mauritanie aussi. Et j'ai travaillé, après je suis d'une formation assistante sociale. Okay. Donc du coup, quand je suis venue ici aussi, j'ai travaillé directement au consulat de Mauritanie à Paris pendant 11 ans en tant qu'assistante sociale. Et après, donc, dans mon parcours, j'ai changé. J'ai travaillé au département de l'Essonne en tant que toujours assistante sociale. Et puis voilà, donc c'est ça qui m'a amenée parce que j'ai toujours part de mon parcours et de ma formation, donc j'ai toujours fait du social. Voilà. Ok. Donc, et la chose que avant que nous commencions vraiment à rentrer dans les questions, dans le vif du sujet, c'est vous avez conscience du fait que
lorsque les gens vont regarder cette vidéo, Oui. au premier abord, voilà, si on se dit les choses clairement, parce que l'émission s'appelle Disons-nous les choses, Oui. au premier abord, lorsqu'on vous voit, voilà, comme je disais dans ma longue introduction, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment une introduction où où on fasse état de ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà, on sait que voilà, vous ressemblez à nos mamans de quartier, c'est-à-dire nos mamans africaines, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire vestimentairement parlant et autres. Et j'en parlais avec Madame Koulibaly dans la voiture. Voilà, je pense que vous avez conscience du fait que lorsqu'on vous voit et que c'est pour ça que j'ai parlé du fait de faire état de votre cursus scolaire et professionnel, parce que c'est pas une chose qui est commune pour beaucoup de mamans africaines dans nos quartiers qui malheureusement n'ont pas été scolarisées dans leur jeunesse. Est-ce que vous avez conscience du fait que si jamais même du fait que si j'appelais cette émission disons les choses avec ces mamans hors du commun, c'est que quelque part vous êtes hors du commun. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous en avez conscience? Oui, Non. bien sûr. Moi, je me dis très souvent qu'on a quand même de la chance d'être scolarisé, de venir dans un pays où quand même la culture est très importante. Je me dis, on a de la chance. Mais même celles qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles ont aussi leur place. Elles ont aussi elles sont capables de faire des choses. Sauf qu'on est dans un contexte où ce qui est mis d'ailleurs en valeur, c'est la culture. Donc nous, on a eu la chance, c'est vrai, d'aller à l'école et puis d'essayer aussi d'accompagner ces mamans qui n'ont pas été à l'école parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a notre constat, en tout cas moi, mon constat, en tout cas quand je vois, c'est que les mamans qui sont avec nous, qui sont comme moi, ici, on a eu nos enfants, elles sont venues souvent sans un projet professionnel, mais accompagner leur mari, fonder leur foyer, s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Donc, je pense qu'elles ont quand même toute leur place, bien entendu, ça n'a pas été facile pour elles de faire leur place. Nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, mais je pense que les autres aussi ont aussi leur chance de réussir. Madame Koulibaly? Voilà, je rejoins parfaitement Kumba par rapport à ses propos. Effectivement, nous avons de la chance, notre génération, parce que moi, je vous le dis, j'ai enseigné avant de venir. Et en France aussi, j'ai enseigné et j'ai travaillé également et je suis à la retraite. Je dis bien que nous avons beaucoup de chance, effectivement, d'être partis à l'école, mais celles qui n'ont pas été à l'école aussi ont de la chance. Cependant, comme dit Kumba, c'est des personnes qui sont venues, des femmes qui se sont retrouvées ici, dans un pays développé, sans aucun projet professionnel. Et elles sont venues rejoindre leur mari et elles ont fait des enfants déjà décalage avec la société. Et quel a été l'accueil, qu'est-ce qui a été réservé à ces femmes-là pour leur intégration? Je veux dire, j'aime pas beaucoup ce mot intégration, mais qu'est-ce qui a été réservé à ces femmes-là dès au départ? Parce que la France, un moment, avait eu besoin de main-d'œuvre. Et c'était que les hommes qui sont arrivés. Et puis, à un certain moment de son histoire, ils se sont dit, il faut ouvrir. Ces hommes-là ont droit aussi d'avoir une famille. Et à partir de ce moment où la France a changé de politique d'accueil, accueillant les familles, ils auraient dû mettre en place une politique également d'accueil de ces femmes qui vont venir, ces femmes qui n'ont pas été à l'école ou celles qui ont été à l'école. Parce que quand on entend le nom de la France, je ne vous le dis pas, je ne vous le cache pas. Quand on entend dans le temps et encore aujourd'hui, si les jeunes prennent la mer pour venir en France et se noyer, c'est parce qu'il reste encore le mythe de la France qui existait depuis longtemps. Quand on entend de notre temps venir en France, ben tu n'as pas en tête de dire je vais avoir un projet professionnel. Non, je vais en France où c'est l'Eldorado, je vais en France où c'est une autre vie. Et donc c'est arrivé ici qu'on se retrouve un peu en décalage avec ce que nous pensons. Nous qui avons fait l'école, à plus forte raison, celles qui n'ont pas été à l'école. Donc voilà ce que je peux dire par rapport... Est-ce qu'on peut parler de...
de deux éducations. C'est-à-dire, nous savons que voilà, l'Occident, enfin les chefs occidentaux ont tendance à hiérarchiser les éducations, les instructions. C'est-à-dire, nous savons que les Africains ont une grande histoire, même si à un moment donné, il y a un certain politique qui a dit que l'Afrique doit rentrer dans l'histoire, que l'Afrique est dans l'histoire depuis bien avant que ce cher monsieur s'en rende compte. Mais est-ce qu'on peut parler d'une éducation occidentale, d'une instruction occidentale conventionnelle, et ce que j'appellerais aussi, et de ce que j'appellerais aussi d'une haute éducation africaine, parce que même ces mamans qui n'ont pas été instruites ou scolarisées, elles ont bénéficié d'une haute éducation. C'est-à-dire que nous savons que chez nous, même si je ne suis pas trop d'accord avec ce principe-là, même si c'est un mode de société qui existe dans plein de sociétés, les castes. Il y a beaucoup de castes chez nous, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de castes chez nous, il y a aussi beaucoup de... Comment dire les Africains n'ont pas attendu les Occidentaux pour se civiliser. Je dirais même que c'est l'inverse. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'on peut parler d'instruction conventionnelle occidentale et d'éducation africaine que j'appellerais haute éducation, selon vous? Madame Diawara. Oui, parce que l'éducation, c'est vrai que chez nous, on a une éducation qui n'est pas... C'est-à-dire, il y a une éducation universelle. Les valeurs. Je pense que dans toute société, les valeurs du respect, par exemple, le respect des aînés, le respect des parents, le respect de tout le monde. Ça, c'est une éducation que nous avons tous reçue. Je pense que ça, c'est universel. Mais l'éducation, par exemple, à l'école, ça, c'était en Afrique, c'était beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, du coup, les femmes n'ont pas été scolarisées, surtout dans les villages. Mais dans les villes, c'est vrai que ça a commencé beaucoup plus tôt que dans les villages. Maintenant, tout le monde est scolarisé, filles et garçons. Ça n'a pas été beaucoup plus développé en Afrique. Donc, du coup, les mamans qui sont arrivées ici, qui n'ont pas été scolarisées, ici, l'accueil, ça a été que on leur disait au début que les enfants, il ne faut pas leur parler. Les enfants, quand ils vont à l'école, il ne faut pas leur parler la langue maternelle. Donc, du coup, ça a été un blocage pour certaines familles parce que, à la maison, certains enfants plutôt, parce qu'à la maison, on leur parle quand même la langue maternelle. À l'école, ils vont apprendre le français. Et la maman qui essaie aussi de parler le français avec l'enfant, du coup, ça fait un petit peu un décalage parce que quand ils sont petits encore, on peut les maîtriser. Mais arrivé à un certain âge, on ne peut plus. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'éducation. Et, voilà, la question que je voudrais poser à vous, Madame Coulibaly, c'est ces deux éducations sont-elles... Après, je me fais l'avocat du diable quand je dis ça. L'une comme l'autre, sont-elles valables? Enfin, comment dire, sont-elles, sont-elles valables l'une comme l'autre à la même échelle? Ce que je peux répondre, c'est que l'éducation est universelle. L'éducation est universelle. Les valeurs humaines sont universelles. Donc, si on prend purement sur le plan de l'éducation à l'africaine comme l'éducation à l'européenne, elle est universelle. Ne pas mentir, c'est universel. Respecter, c'est universel. Travailler, avoir le sens du travail, c'est universel. Le respect de l'homme, de l'individu, elle est universelle. Maintenant, c'est l'administration de la société qui peut différer d'un pays à l'autre. Et même si on regarde dans le sens global, même l'administration d'un pays, d'un village, elle est aussi universelle. Cependant, chaque contrée, chaque village, même en Afrique, la manière de transmettre l'éducation, elle peut différer d'une ethnie à l'autre. La manière d'administrer les individus, ça peut différer d'un pays à l'autre. Donc, si on rejoint l'Afrique de l'Ouest, dans lequel se trouve le Mali, c'est ainsi qu'est arrivé tout ce qu'on appelle des castes qui, dans le temps, n'étaient pas péjoratifs. C'était des personnes à qui on a donné des tâches déterminées dans la société.
Le forgeron, ce n'était pas un homme de caste, c'est comme toi et moi, Diarra, Maïga, Touré, sauf que le forgeron, il travaillait le fer. Le tisserand, il tissait les tissus, il nous habillait, ainsi de suite. Et à force des choses, c'est les individus qui en ont fait des castes et qui est arrivé au point où nous en sommes, où les uns les autres ne peuvent pas se marier aux uns aux autres. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, tous ces trucs vont tomber. Et donc, si je reviens à ta question où tu dis, est-ce que c'est les mêmes? Pour moi, c'est les mêmes valeurs universelles. Quand la maman apprend à sa fille à faire la cuisine, à gérer sa famille, parce qu'une famille, ça se gère. Si c'est comme un pays, si la famille est mal gérée, évidemment, ça amène des problèmes. Donc, il y a deux éducations. L'éducation du garçon et l'éducation de la fille, jusqu'à 10 ans, c'est la maman. Parce que les enfants sont proches de la maman et les situations ont fait que ces tâches ont été confiées à la maman. Et préparer chez nous avec au feu de bois par terre, voilà, c'est quelque chose qui est attribué aux filles. Et c'est la maman qui transmet la gérance de la famille. Et c'est après le garçon, il est pris en main également par le papa pour lui donner également la valeur travail, la valeur courage. D'accord? Donc, si on regarde l'Occident, c'est pareil, sauf que les contextes ne sont pas les mêmes, les choses sont plus faciles, peut-être certainement dans le temps, si on va en arrière, ça doit être pareil, mais toujours est-il que, quelle que soit l'éducation, c'est les mêmes valeurs. C'est la transmission qui diffère, mais c'est les mêmes valeurs. Valeur travail, elle est universelle. Ouais. Voilà. Transmise par le père ou par la mère, elle est universelle. Vous avez des choses à rajouter sur... Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ramata, parce que l'éducation, par exemple, c'est pareil. C'est-à-dire l'éducation, l'enfant, c'est les parents. Parce qu'aujourd'hui, quand on assiste à des problèmes, aujourd'hui, quand on dit que les enfants ne sont pas, ils sont déscolarisés, c'est parce que le travail n'a pas été fait, en tout cas, au sein de la famille. Parce qu'un enfant, c'est ça. C'est la responsabilité des parents. D'abord, après, l'éducation revient aux enseignants. Moi, je dis souvent d'ailleurs, on ne devait pas dire l'éducation nationale, c'est l'enseignement. Parce qu'en fait, l'éducation, ça revient aux parents. C'est aux parents d'éduquer les enfants, d'inculquer les valeurs, d'inculquer les bonnes manières de se comporter. Et après, la transmission du savoir, ça revient aux enseignants. Donc, c'est vrai qu'en Afrique, tout ça, ça se passe comme Ramata a dit, l'éducation des filles, c'est pratiquement les mamans. Mais moi, je dirais que même en Afrique, c'est les mamans qui ont quand même l'éducation. C'est elles qui éduquent les enfants. Que ça soit ici ou en Afrique, ça revient à la mère. D'ailleurs, on dit souvent, oui, mais quand les enfants sont mal éduqués, c'est parce que la maman a mal fait son travail. Donc, du coup, ça revient à ces mamans de dire que c'est à vous d'éduquer vos enfants, c'est à vous de prendre en charge, en tout cas, la famille, parce que c'est le pilier, c'est la maman qui, en tout cas, qui fait l'éducation ici et en Afrique. Le père est là pour l'autorité. Quand il fait des bêtises, attention, je vais le dire à ton père. Mais sinon, c'est la mère qui s'occupe vraiment de tout ce travail. Comme je le disais dans une précédente émission, celle qui élève un enfant élève une nation. Et nous allons finir cette première partie pour se lancer dans la deuxième partie juste après. Coupure. J'allais juste ajouter que celui qui élève une fille élève une nation. Mais si tu élèves un garçon, tu élèves un individu. Okay. Exactement. Et, voilà. Et aussi pour conclure sur ce thème, dans les villages, c'est toutes les mamans qui éduquent la fille. Exactement. C'est tout le village qui éduque les enfants. Et qu'aujourd'hui, l'individualisme a fait en sorte que voilà, tout s'en va et que l'homme éduquait un homme ou une femme, on dit l'homme entre guillemets, l'individu éduquait un individu, c'est du travail. C'est un métier, c'est un savoir-faire et un savoir-être. Voilà. Sur ces belles paroles, nous allons conclure cette première partie. Disons-nous les choses, deuxième partie. Je suis accompagné de ces mamans hors du commun, investies, mamans africaines qui sont là autour de moi.
c'est nos mamans. Madame Diawara, de l'association La Femme, et Madame Koulibaly, de l'association La Page JF. Donc nous avons eu un long échange. Nous avons même, anticipé, même dans leurs réponses, elles ont même anticipé mes questions. Parce que on allait y venir, mais on va y venir. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Maintenant, ma question est la suivante. Après avoir traversé le temps, les époques, tous ces changements, après avoir élevé vos enfants, maintenant vos petits-enfants, vous êtes continuellement préoccupés par l'avenir de vos grands-enfants, de vos petits-enfants, etc. Avec les soucis grands et petits du quotidien. Où trouvez-vous cette force et ce temps pour vous investir tant pour les autres? Madame Diawara. Parce que c'est un constat. On a constaté que le vivre ensemble, ça se dégrade de jour en jour. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'est à nous, en tant que maman, de prendre les choses en main, comme on l'a toujours fait, on l'a dit, on l'a toujours fait. Mais il faut quand même qu'on s'investisse davantage. Et c'est ça notre force, de dire qu'on a tous notre sens. Et que ici, les jeunes, ils ont beaucoup plus de sens que nous, qui peuvent y arriver, mais avec du courage et la détermination, on peut arriver à faire des choses. Donc c'est pour ça que notre courage aujourd'hui, parce qu'on croit en tout cas à nos jeunes, moi je crois aussi à ces mamans qui sont vraiment, elles sont vraiment courageuses, elles arrivent, elles font des heures de ménage comme tu l'as dit, elles font le ménage à la maison, elles font la cuisine, donc je pense que ces mamans-là peuvent encore arriver à faire beaucoup de choses et surtout d'encourager à nos jeunes de dire que vous pouvez arriver, ne baissez pas les bras. Un message que nous entendons et que je pense qu'il va être entendu. Ça, c'est clair. Madame Koulibaly. Alors, moi, je suis à la retraite. J'aurais pu m'asseoir devant ma télé, mes pieds dans les pantoufles et puis voyager. Mais, deux secondes, mais on n'aurait pas dit du tout que vous êtes à la retraite. Du tout. Du tout. Après, j'ai croisé votre fils récemment qui m'a dit... votre âge, j'ai fait ok, d'accord, ça je savais pas du tout. Oui. Donc à l'Afrique on a pris tout à l'Afrique, mais on a pris la jeunesse de nos parents et de nous-mêmes, ça c'est clair et net. J'étais choqué par l'âge qu'il m'a dit. J'ai fait, ok. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, voilà, je me suis dit non, je n'ai pas le droit de... Et d'abord, c'est pas mon habitude de rester sans rien faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la valeur travail est ancrée en nous, en notre génération. Et donc, du coup, je crois en cette jeunesse. Je crois dans ces familles. Je crois surtout en cette jeunesse que je vois dans les cités qui se battent. Chacun se bat en sa manière et qui peut-être ont besoin de soutien, ont besoin d'accompagnement. Et donc, c'est là que nous puisons. Nous, mamans des engagés, nous, mamans des quartiers, c'est là que nous puisons nos forces pour dire on n'a pas le droit de baisser les bras quand nous voyons que nos enfants ont besoin de nous. Parce que l'enfant du voisin, c'est mon enfant. Ça, c'est l'Afrique, c'est à nous. J'ai mes enfants, j'ai 4 enfants, une fille et 3 garçons. Mais ce ne sont pas les seuls mes enfants, vous êtes tous mes enfants. Tous les enfants du quartier sont mes enfants. Et je me donne le droit, quand je les vois, qui sont dans des situations qui les desservent pas et qui ne nous desservent pas, de les interpeller et de leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, mamans des quartiers, nous nous donnons ce droit. Donc, à partir du moment où nous nous donnons le droit d'interpeller nos enfants, de voir l'aide dont ils ont besoin, nous pensons que eux aussi attendent de nous de l'aide. Et donc, c'est là que nous puisons en réalité notre énergie et notre force. Mais au risque Parce que Kumba, même si elle n'est pas à la retraite, qu'elle travaille dedans, c'est quand même beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de temps passé plus que le salaire qu'elle touche. Donc ça, c'est l'amour de nos enfants. C'est l'amour pour que nos enfants, dans cette société, s'en sortent, tirent leur épingle du jeu, parce qu'ils ont beaucoup de chance également de se retrouver. Vous avez beaucoup de chance de vous retrouver dans une société comme ça. Est-ce que vous avez, selon moi et selon beaucoup de gens, vous avez beaucoup de mérite à ce que vous faites dans la mesure où vous avez pas mal de charges.
pas mal de choses à gérer. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui ont des enfants, et parfois même vos enfants qui sont déjà grands, faut continuer à les élever parce que, voilà, après je connais pas les situations personnelles de chacune, mais je sais que c'est compliqué dans les quartiers parfois, quand on sait qu'il y a des familles de 10 personnes, 7 garçons, 4 filles, et 3 garçons en prison. Bon, c'est des situations qui arrivent. Et là où je trouve que vraiment vous avez ce mérite, c'est de, malgré le fait que vous soyez très, très, très occupé, vous arrivez à trouver le temps et la volonté et la force de former des associations et d'aider les autres. Et puis ça, c'est une force que même des jeunes n'ont pas aujourd'hui. Ouais. Voilà, ils n'ont pas cette force-là. Et voilà, pour rebondir sur ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, voilà, il est clair que jadis, on parlait d'éducation collective en Afrique comme en France. Il y avait plus de solidarité, ça c'est le constat de beaucoup de gens, plus d'activités simples entre les gens, exemple des pique-niques dans les forêts, etc. On sait que vers la fin des années 90, la crise économique a été encore plus difficile. Donc ce qui a, comme vous dites, comme vous l'avez dit aussi, ce qui a généré de l'isolement, l'individualisme, du repli sur soi, les familles qui se fréquentaient à l'époque dans les années, de se fréquenter moins. Moi, ma question est la suivante. Quelle différence faites-vous entre la France des années 60, 70, 80, 90 à celle des années 2000, avec entre autres l'avènement d'Internet et les changements sociétals? Madame Diawara, quelle différence faites-vous entre ces époques-là et la nouvelle époque, les années 2000? La différence est que déjà quand les femmes sont arrivées, c'est à partir de la loi du regroupement de 1974 que les femmes africaines ont commencé à venir petit à petit. Donc quand elles sont arrivées, elles ont encore leur coutume, leur pensée, de dire qu'elles se repéraient déjà. Alors s'il y a dans des villages par exemple, il y a 2 femmes qui viennent en première, donc elles se fréquentaient. Elles ont élevé leurs enfants en même temps, elles partaient voir les autres. Donc on se fréquentait parce qu'on avait cette nostalgie déjà de se regrouper, de se retrouver ici, d'être isolé, d'être seul. On dit non, c'est pas possible, on va retrouver l'autre. Donc on se repérait. Je vois une voisine qui est malienne, qui est habillée comme moi. Je dis ça, c'est une africaine. Donc du coup, il y avait aussi cette solidarité. On se voyait toutes. On allait voir l'autre. Parce qu'on ne travaillait pas, on n'avait pas, comme je l'ai dit déjà, on n'avait pas ce projet professionnel, donc c'était pour les enfants, on se voyait, on tricotait, elles avaient leur manière de broder les draps. Donc ça, c'était une époque où les mamans, encore, quand elles regroupent dans nos associations, elles en parlent. Elles disent, mais avant, on se voyait, on allait voir l'autre, mais maintenant, c'est fini avec l'éclatement, avec Internet, avec nos enfants qui ont grandi. Parce que quand on est arrivé, on avait aussi dans l'esprit de dire qu'on est venu pour un certain moment. On va retourner. On avait cet esprit de dire que je suis là pour un moment, donc de toute façon, je vais retourner au pays. Et cet esprit qu'on avait, le corps ici, mais l'esprit toujours en Afrique, on a élevé pratiquement nos enfants dans ça. De dire que de toute façon, on va retourner. Mais là, à l'heure actuelle, on s'en est rendu compte qu'on ne va pas retourner parce qu'on a nos attaches, on a nos enfants qui ont grandi ici, qui sont français, qui ont leurs coutumes, leur culture européenne. Donc, le changement aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, avec le travail, et à ce moment, les mamans ne travaillaient pas aussi. Alors c'est ça l'évolution de ces mamans qui au début ne travaillaient pas parce que les enfants sont petits, parce qu'elles ne s'orientaient pas. Alors maintenant, elles travaillent toutes pratiquement. Donc du coup, on ne se voit pas, on se voit rarement, ou alors il y a des fêtes, ou il y a des baptêmes, ou il y a des condoléances. Donc on ne se voit qu'avec ces occasions. Et c'est ça qui fait que maintenant, se regrouper dans des associations, ça permet de créer un lieu de parole, où les mamans peuvent parler quand elles sont arrivées, de l'éducation des enfants, de leurs problèmes respectifs. C'est à partir de ces associations qu'on arrive en tout cas à mettre même les actions en place en fonction de ce que les mamans disaient. Donc voilà ce que je peux dire. Okay. Nous allons arriver à la fin de la deuxième partie, mais Madame Coulibaly, nous reviendrons sur cette question, parce que j'ai pas mal d'autres questions à vous poser, et là, les choses deviennent riches. Enfin, elles sont riches depuis le début même. Mais les jeunes deviennent riches et des fois même, Madame Diawara répondra pour Madame Coulibaly et vice versa, parce que j'ai des questions à vous poser très importantes là. Donc disons-nous les choses. Fin de la deuxième partie.
les choses avec ces mamans hors du commun investies. Donc, Madame Diawara et Madame Koulibaly. L'une de l'association La Femme, l'une de l'association La Page JF. Ma prochaine question est la suivante. Quel regard portez-vous sur les nouvelles générations? Les jeunes des années 90 que vous avez élevés, les jeunes des années 2000 que vous élevez aujourd'hui. Voilà, j'ai plusieurs questions en fait à vous poser. Quel regard aussi portez-vous sur les filles dans les quartiers? Y a-t-il assez de dialogue entre elles et leurs aînés, les mères, les grandes sœurs, etc. Ne serait-ce que pour expliquer quelques principes de la vie, quand on sait que dans une ville comme Grigny, il y a un fort taux de filles de moins de 18 ans qui ont des enfants et un fort taux de monoparentalité. Madame Koulibaly. Là, Bon. c'est une question assez... voilà, tu as posé la question, quel regard vous portez sur les nouvelles générations? Sur la nouvelle génération. Celle des années 90 et celle des années 2000. Oui, ça ne peut être qu'un regard... on ne peut poser qu'un regard positif. Il faut toujours positiver les situations. Mais malgré ce regard positif, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les cités, il y a beaucoup de filles. Il ne faut pas qu'on voie tout simplement les filles ou les garçons qui sont au bord de la route, mais il y a aussi des filles et des garçons qui se battent pour s'en sortir. Moi, j'en connais beaucoup qui ont créé leur propre société, surtout à Grigny ici, et aussi à Corbeil-Essonnes. Je connais beaucoup de jeunes qui ont créé leur propre société et qui se battent. C'est vrai que on a toujours tendance à regarder ceux qui sont au bord de la route, et c'est normal, parce que ce sont eux qui nous préoccupent. Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, on est content, on est heureux, et on veut aussi que les autres suivent également ce même chemin. C'est pour ça que on peut à un certain moment poser des regards inquiets par rapport effectivement à ces jeunes filles ou à ces jeunes gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourquoi? Je ne sais pas, moi je n'ai pas l'explication. Effectivement, ça me choque tout le temps quand je vois nos filles avec 3, 4 enfants dans la poussette. Surtout moi, je vous dis, je suis de la génération qui s'est battue pour la liberté de la femme, pour toutes les libertés, et jusqu'à présent, d'ailleurs, je me bats pour ça, et ça n'a pas été facile. Nous sommes de mai 68, je ne vous dis pas, nous sommes les enfants, les femmes de mai 68, qui avons réclamé notre indépendance. Moi, je fais partie des personnes, pourtant mon père, il est très, très sévère, mais j'ai porté la mini-jupe à Gao, et ça, c'était quelque chose d'impensable. Voilà. Et si aujourd'hui, je vois nos filles, nous qui nous sommes battus pour la liberté de la femme, l'émancipation de la femme, nous voyons nos filles, pour moi, c'est comme si elles ont régressé, tu vois, dans le progrès, dans l'émancipation de la fille. Pour moi, c'est comme si elles n'ont pas compris la lutte que nous avons menée, nous, leur maman, leur grand-mère, elles n'ont pas compris cette lutte-là. Et pour moi, c'est tout le temps un pincement de cœur quand je vois certaines filles qui ne se battent pas. Elles ont leur ménage, hein, voilà, elles ont choisi d'avoir des enfants, je ne les condamne pas. Mais je dis à l'intérieur de ça, est-ce qu'elles sont émancipées? C'est ça. Est-ce qu'elles vont rester à faire des enfants et vivre au crochet de la société en se contentant du RMI ou voilà, des allocations familiales, tout ça quoi. Et tout ça. Voilà, donc c'est là mon inquiétude. Mais j'ai toujours espoir à pouvoir certainement les toucher, causer avec elles pour leur montrer que l'émancipation, ce n'est pas vivre au crochet de l'autre. Voilà. Quand on réclame être libre, être émancipé, faire ce que l'on veut, c'est qu'on se prend soi-même en charge et on prend en charge la progéniture qu'on a mise au monde. Ah, c'est clair. Après, c'est un constat que beaucoup ont, notamment dans les espaces publics, les centres sociaux ou autres, dans la mesure où on sait que voilà, pas mal d'animateurs ou même d'éducateurs en viennent à rattraper les éducations de jeunes de 18 ans, 19 ans, c'est-à-dire voilà, des jeunes qui à la base ont très bien été élevés, mais du fait de ne plus être suivis à partir d'un certain âge, de 15 ou 16 ans,
ont développé des carences, ne serait-ce que sur des choses simples, hein, la politesse, la manière dont parler aux gens, même l'encadrement, parce qu'on voit beaucoup de filles qui aujourd'hui, du fait que les médias aujourd'hui, et les médias, les clips, la musique éduquent les gens, aujourd'hui, voilà, beaucoup de filles qui sont même pas dans une émancipation, mais dans une imitation d'une pseudo-liberté. Bon, après, c'est un constat que certains ont, et c'est l'avis de certains en tout cas. Et Madame Diarra, dites-nous un peu votre avis sur... Voilà. Bon, moi, je vais répondre à votre question, c'est-à-dire, moi, le regard que j'ai aujourd'hui positif, mais en même temps, je me dis à chaque fois, c'est ce que nous, maman, on a produit, qu'on voit que ça se reproduit. Pourquoi ? Parce que les mamans qui n'ont pas été scolarisées dans leur pays, qui sont venues donc sans projet professionnel, elles ont fait des enfants. Elles ont fait beaucoup d'enfants en pensant qu'elles vont retourner avec ces enfants. Ou alors, donc les enfants qui ont grandi dans ce même contexte, ils n'ont pas eu ce que eux ils espéraient avoir, c'est-à-dire l'éducation africaine. Il y a beaucoup de non-dits. On aime beaucoup nos enfants, mais on ne l'exprime pas. On ne dit pas à nos enfants « je t'aime ma chérie » ou on ne transmet pas cette affection. Alors pour moi, je dis souvent, nos enfants souffrent beaucoup de manque d'affection. Oui, c'est... Parce que nous, on ne le verbalise pas. Bien entendu que nous aimons nos enfants, mais on ne le verbalise pas. D'autant plus que quand il y a beaucoup d'enfants, on a tendance à donner l'affection aux plus jeunes, aux plus petits. Donc du coup, ça nous questionne parce que nos enfants, on n'est pas dans le contexte africain où tout le monde éduque tout le monde, où l'enfant même s'il n'a pas l'affection avec la maman, il peut l'avoir avec la tante, il peut l'avoir avec le tonton. Donc nos enfants, ils n'ont pas eu aussi, l'éducation que eux ils auraient souhaité avoir, c'est-à-dire être au même niveau que les enfants, le petit français qui est là, la maman va l'accueillir à l'école, qui va l'embrasser, qui va donner un bisou, qui va donner un goûter. Donc les filles qui ont grandi dans ce contexte, ils ont ce mal-être. Du coup, moi c'est mon constat, j'ai l'impression qu'ils ont envie de produire, eux, quand ils ont des enfants, ils leur donnent ce même affection, cette affection qu'ils leur ont manqué, ils donnent à leurs enfants l'affection matérielle aussi. Et c'est ça mon constat. Je dis, mais attendez, vous n'avez pas eu ce que vous êtes en train de produire. Parce que les enfants, quand ils ont les jeunes filles aujourd'hui, quand ils les ont, ils les gâtent. Ils leur donnent tout ce qu'ils veulent, matériel, on peut acheter les jouets qu'on veut. Parce que moi, j'ai pas eu moi, c'est comme ça que ils n'ont pas eu cette affection. Donc, ça peut pousser certaines filles à faire des enfants. À dire, bon, moi, je vais faire des enfants, mais je ne vais pas faire comme mes parents. Mais même si j'ai 3 ou 4 enfants, je vais les éduquer comme moi je veux, comme moi j'aurais voulu être éduquée et que je n'ai pas eu. Donc, j'ai ça, mais ce que je dis à ces filles, c'est de dire, faites attention, parce que éduquer vos enfants, ce n'est pas leur donner tout le matériel. L'éducation, c'est les valeurs qu'on doit leur transmettre. C'est aussi l'instruction qu'il faut donner à vos enfants, ne pas reproduire ce que vos mamans ont reproduit malgré elles, parce qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour leur éduquer, mais seulement elles sont venues avec une... Excuse-moi, je te coupe. Pour que cette jeunesse puisse transmettre les valeurs dont nous parlons, il faut qu'elles aient aussi ces valeurs-là. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles le dialogue n'existe pas, ça tu le sais. C'est à partir du moment les dialogues n'existent pas entre les enfants, le père, la mère et les enfants se sont éduqués à l'éducation de la rue. Tout à fait. C'est de ça que parle Bouba. Quand simple bonjour, c'est tout un problème pour que des jeunes filles puissent dire bonjour, des jeunes filles puissent être agréables. Je pense que ça, c'est le b.a.-ba de l'éducation quand elles ne l'ont pas à la maison. Et qu'elles ont fait des enfants. Qu'est-ce qu'elles vont transmettre à ces enfants-là? C'est qu'elles n'ont pas. Oui, non mais donc c'est vraiment... c'est là que je reviens toujours à l'éducation. Je veux dire que c'est l'éducation. Parce que si nous éduquons nos enfants en bonne et due forme, là, ils vont transmettre. Mais il y a des choses que les enfants n'ont pas acquis. Donc, mais qu'ils ont appris ça dans la rue, avec les copains et tout. Donc... Après, c'est clair que j'ai parlé de la politesse, mais concrètement, en vérité, la majorité des enfants dans les quartiers sont... Voilà, ces faits de politesse sont acquis. C'est-à-dire que
voilà, c'est des choses qu'ils ont appris depuis qu'ils sont petits, et surtout lorsqu'ils sont issus de certaines régions du monde, comme l'Afrique, ou même d'autres. Hein. Mais en tout cas, on sait que les enfants africains de l'Ouest, ou même de l'Afrique centrale ou autres, ils ont été élevés d'une manière à le bonjour, c'est une chose. Après, c'est clair que d'autres personnes qui n'ont pas bénéficié d'une éducation rapprochée, on va dire, c'est autre chose. Mais je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite avant qu'on termine cette troisième partie. Vous avez parlé d'une notion très importante, l'affection. Ah oui. Et je crois qu'en fait, l'un des mots de cette société, de beaucoup de gens issus de quartiers, c'est l'affection en fait. C'est l'affection. Et je sais que nous pourrions communiquer ou dialoguer sur ce thème-là très longtemps, mais on va terminer cette troisième partie pour enchaîner sur la prochaine. D'accord. Disons-nous les choses, quatrième et dernière partie, même si, comme on dit, nous disons les choses ici, même si nous avons d'autres choses à exprimer, mais nous les exprimons ultérieurement, comme dirait SFR. Quoi qu'il en soit, mes dernières questions. Dans beaucoup de quartiers, on aperçoit tous les jours des papas assidus qui se rendent dans des lieux de prière. Mais malheureusement, certains d'entre eux, même pas un regard pour leur fils dont ils ont honte. Certains dans l'oisiveté et toute la journée dans la rue. Quel regard portez-vous sur les pères dans les quartiers? Quelle solution pour renouer le lien entre les pères et les fils? Quelle solution pour que les pères s'investissent plus dans la vie de quartier et, on va dire, fréquentent plus les espaces publics et centres sociaux, etc. Ces lieux-là, en tout cas, où fréquentent en tout cas leurs grands-enfants, quand on sait que dans certaines villes, il y a des carences telles que des gens de 30 ans continuent à traîner, des gens de 24 ans, pas de projet professionnel, ni scolaire et autres. Madame... Je laisse à combat. Non, on se fait des politesses. Parce que le problème des papas, c'est vraiment... à Massy, en tout cas, je sais que les papas se sont organisés. Bon, il faut savoir aussi qu'au sein de APAJF, nous avons des papas. C'est quelque chose qui, il y a un certain temps, n'était pas facile à avoir. Il y avait des associations des mamans, et puis les papas aussi ont leur association. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la reconstitution du village, où les hommes sont à part, les femmes sont à part, et sans qu'on se rende compte que la vie en Europe, ce n'est plus ça. Il faut que ce soit le père et la mère qui soient auprès des enfants pour que on puisse mieux les éduquer et les inculquer les valeurs et pour qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Et donc, ceci étant, ça a amené ce que ça a amené. Donc, les papas ont continué à tout laisser entre les mains des mamans et ne s'occuper que de le foyer, Tout. Mais présentement, il y a des papas qui ont pris conscience et qui commencent à s'investir. Donc, comme je te disais, Bouba, il y a des papas qui vraiment s'investissent au sein de l'association APAJF. Je pense aussi qu'à FAM aussi, il y a des papas. C'est vrai qu'on est plus nombreux, nous, les mamans, mais à Massy, tu le sais, il y a aussi des papas qui ont... Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, qui a fait son association et qui est à l'EPV, qui fait des permanences et qui, dans la ville, tourne également quand il y a des gros pépins, essaye d'aborder les jeunes, mais ce n'est pas facile. Donc, nous pensons que nous avons espoir que les papas s'investissent de plus en plus. Et effectivement, nous déplorons le fait qu'il y a des grands de 30 ans auxquels on ne peut pas reprocher de ne pas encadrer les petits frères. Parce qu'en fait, ils ne sont pas responsables. C'est nous, les parents, qui sommes responsables. S'ils le font, parce que c'est des aînés, ils le font, c'est bravo à eux. Mais s'ils ne le font pas, nous n'avons pas à transmettre aux aînés l'autorité qu'ils n'ont pas. Voilà. Et donc, c'est vrai que si ces jeunes de 30 ans et plus peuvent donner de l'autorité dans les cités, encadrer les plus jeunes, parce que
avec Kumba, on est toujours d'accord que c'est dès à bas âge. Quand on voit des petits de 5 ans, 6 ans, 7 ans, traîner dans les rues à des heures pas possibles, je pense que les grands frères doivent jouer le rôle là, en leur disant, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça commence là. Une fois que l'enfant s'habitue à la rue, après il est happé par la rue. Après, pour le sortir de la rue, même grand, même marié avec des enfants, il viendra dans la rue avec son enfant. Très compliqué. Donc voilà, c'est compliqué. Mais on a espoir que les papas s'investissent avec nous, comme nous le faisons, puisqu'il y a beaucoup de papas à la retraite qui peuvent le faire. Bon, est-ce que c'est nous les mamans d'aller les sortir dans la rue pour leur dire venez? On ne sait pas. Il faut vraiment, cette question se pose et je laisse la parole à Attendez, comme je l'ai dit, là ça va être les dernières questions. Voilà. Donc à chaque fois je vais poser une question et vice versa, chacune répondra pour l'autre. Donc là vous avez répondu pour cette question. Pour même Madame Diawara. Donc là je vais vous poser les dernières questions parce qu'elles sont très importantes, il faut vraiment que je les pose. Quelle est votre réponse à ces mauvaises langues souvent institutionnelles qui reprochent à ces mamans africaines qui ont du mal à s'exprimer, qui leur reprochent ce manque de moyens pour s'exprimer à la langue française? Quelle est votre réponse face à ces mauvaises langues-là, qui disent comme quoi, oui, mais elles sont là depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans en France, et comment ça se fait qu'elles ne savent toujours pas parler le français? Quelle est votre réponse face à ces mauvaises langues qui disent ce genre de choses? Madame Diawara. Bon, souvent c'est vrai que les mamans, il y a plusieurs mamans, il y a des mamans qui s'expriment bien, il y a d'autres qui ont du mal à s'exprimer. Du fait, quand elles sont arrivées en France, elles n'ont pas été analphabétisées déjà. Elles sont analphabètes, pardon, quand elles sont arrivées. Donc, du coup, elles n'ont pas pris le temps de faire des cours. Je dirais plutôt l'accueil ici. Parce qu'actuellement, il y a un dispositif qui s'appelle les ateliers sociolinguistiques, qui est mis en place pour les primo-arrivants. Ce dispositif, je le dis très souvent, on aurait dû le mettre en place dès le début de 1974, de dire que quand les gens arrivent, la première chose à apprendre les personnes pour l'intégration, c'est vraiment la langue du pays. C'est de leur dire, donc, vous devez apprendre à parler français. Mais les gens sont laissés un peu pour compte. On n'a pas mis ces dispositifs. C'était les personnes qui arrivaient, qui se débrouillaient pour aller à la mairie, chercher à faire des cours de français. Et elles avaient leurs enfants, elles s'occupaient de leurs enfants. Donc, du coup, elles n'ont pas été... Mais très souvent, les mamans, elles s'expriment. Elles arrivent à parler, à dire ce qu'elles ont vraiment envie de dire. Mais les mauvaises langues, on ne peut pas les empêcher parce qu'il y a des gens qui sont quand même, qui ont de mauvaise foi, qu'on ne peut pas. Et puis, il faut dire, on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire parce que ce sont ces mêmes personnes qui disent aussi les enfants qui sont là, c'est les enfants issus de l'immigration, qui nous donnent tout ce mal, qui dégradent, qui salissent. Donc on ne peut pas, et qui disent il y a beaucoup de femmes voilées, il y a beaucoup de musulmans. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est que la population a changé. Et les gens, il faut que les gens s'habituent de dire qu'on n'a plus la même population que des années 60. La population a changé. Donc, il y a toutes les cultures, il y a toutes les communautés. Donc, on ne peut pas ne pas accepter ça. Mais les gens qui disent que... C'est vrai que les mamans, il y a certaines mamans qui auraient dû faire des efforts pour apprendre à parler français. Mais elles n'ont pas eu ce temps-là. Elles n'ont pas eu la chance d'aller plus loin. Donc on ne peut pas leur reprocher. Pour compléter un petit peu ce que vous dites, M. Valls a parlé à un moment donné d'apartheid territorial, comme s'il l'avait découvert là, alors que ça fait 30 ans que notamment à Grigny, on sait qu'il y a des quartiers où il n'y a que des gens de la même nationalité, des mamans qui se fréquentent entre elles depuis des années, comme par hasard, elles se retrouvaient toutes dans le même bâtiment. Donc, comment voulez-vous que les gens, à un moment donné, s'intègrent au reste de la France si on ne les mélange pas au reste de la France? Tout à fait. Donc, les gens continuent à parler Soninké, Bambara, Malinké, parce qu'ils sont contre eux et que les offices HLM et l'État, on fait en sorte de les laisser contre eux et à un moment donné, voilà. Voilà, mes dernières questions aussi, parce que là, il faut qu'on... Et ça continue. Ça continue en plus, hein. Cet apartheid territorial continue. C'est-à-dire que moi, je sais personnellement que j'ai des gens de ma famille à qui on a dit de manière officieuse, on t'a mis dans tel quartier parce qu'il n'y a que des gens de ta communauté. Voilà. Concrètement. Voilà. Et c'est des choses qui ne sont pas relayées
sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de combats. Mes dernières questions. Je suppose que certains, au premier abord, grâce à l'image que vous reflétez, l'image de maman, souvent, on va dire, entre guillemets, même si je n'aime pas dire ce que je vais dire, mais disons-nous les choses, sous-estimées à cause de leur carence, alors qu'elles sont réellement intelligentes. Et comme on le disait tout à l'heure, ne pas confondre instruction et intelligence, car beaucoup de mamans dans les quartiers, voilà, elles ont cette intelligence pour rebondir, comme elles le font face aux épreuves de la vie. Souvent, une ribambelle d'enfants en bas âge et des pères souvent absents, qui font des allers-retours au pays pour des raisons que nous connaissons. Voilà, brièvement, quelles sont vos réactions face à la condescendance de certains, face à vous, avant qu'ils vous entendent parler? Madame Coulibaly. Ouais. Là, vous vous dites ma question, là, elle était brute. Oui. Parce que voilà, au premier abord, ils vous voient, ils vous disent, bon, voilà, concrètement, c'est des mamans africaines. Ouais. Voilà. Donc, il y en a, ils sont condescendants tout de suite. Voilà, ça se trouve, elle sait pas bien parler français, et il y a des choses qu'elle capte pas, si et ça. Et lorsqu'ils vous entendent parler, là, l'opinion change et l'attitude change. Tout va. Et quelle est votre réaction face à la condescendance qu'il y a avant même que vous parliez? Bon, moi, je vais déjà rendre hommage à toutes ces mamans qui sont dans les cités, à toutes ces mamans qui travaillent, et toutes ces mamans sur lesquelles il y a une connotation. Et il faut que tout le monde sache que ces mamans constituent une main-d'œuvre extraordinaire pour la France. Tu avais commencé par femmes de chambre, femmes de ménage. Il suffit juste que ces mamans-là disent que elles vont faire grève une semaine, la France sera paralysée. Parce que tout le monde va, ils verront l'économie qu'apportent ces femmes, ces braves femmes qui ne parlent pas français. D'après certains, qui ont des connotations négatives d'après certaines personnes. Ces femmes constituent une économie formidable pour la France. Ces femmes, la France ne peut plus s'en passer. Ni ces femmes et ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes aussi qui travaillent souvent dans les hôtels, dans tout ce que les Français eux-mêmes ne veulent pas faire, les Français de souche. Donc, par rapport à moi, oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais fait attention, en fait, à ces choses-là. Voilà, pour vous dire, je n'ai jamais fait attention au racisme, je n'ai jamais fait attention à l'image que l'autre me renvoie, parce que je l'ai fait exprès pour me protéger. Voilà, c'est une manière, peut-être pas un mépris pour un mépris pour l'autre, mais c'est pour me protéger. C'est pour cela que je n'ai jamais voulu regarder l'image que l'autre me renvoie, si c'est du racisme ou si c'est une image négative ou positive. Donc c'est pour cette raison que je ne peux pas réellement te dire que ça me choque ou ça ne me choque pas, parce que je ne le vois pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que la personne se rend compte de comment je lui parle, de comment je maîtrise les choses, de comment je m'exprime, ça me renvoie une autre attitude et un autre respect. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, bon, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mme Diawara, dites-moi brièvement, car là, on arrive à la fin de notre émission. Mais moi, c'est je dirais, l'attitude. C'est vrai que les gens, souvent, quand on est habillé africain, quand on met le foulard, moi, il m'est arrivé une fois que j'étais en panne. Et une personne qui est arrivée, j'avais appelé pour dire que bon, je suis en panne sur l'autoroute. Quand la personne est venue, il m'a dit, mais il est où le chauffeur? Parce que moi, je ne suis pas censée du tout à conduire, parce que j'ai dit, mais c'est moi. Ah, pardon. Et quand j'ai commencé à parler, ah oui, non, mais excusez-moi, non, mais j'ai dit, non, mais il n'y a pas de souci. Donc moi, ces images, parce que moi, ça ne me choque pas. Ça me fait, au contraire, ça me fait rire, parce que c'est dire que c'est des gens qui n'ont pas d'une grande culture, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, parce que je pense qu'on ne s'arrête pas à l'image. Moi, ça ne m'est jamais arrivé aussi de faire attention au racisme. Les gens ma couleur, ça ne m'a jamais posé problème. Donc ça, très souvent, il m'arrive quand je pars et que
Et ils me disent d'ailleurs, il y a des gens qui me disent, mais vous vous exprimez bien. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a. Voilà, comment vous parlez. Donc, mais ça, je dis, mais oui, parce que la langue française, vous savez, nous, on a été colonisés. Alors, nous, le français, c'est vraiment, pour nous, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, on a été colonisés, je ne sais pas, vous avez jamais voyagé, vous? Donc, c'est souvent, ça m'arrive de dire comme ça. Et moi, je dis aussi bravo à toutes ces mamans qui sont là, qu'elles ont fait l'éducation de leurs enfants, elles entretiennent la maison, elles travaillent. La seule chose que je veux dire à mes frères aujourd'hui, c'est d'assumer leurs responsabilités. Parce que là, je pense qu'on est là où on est aujourd'hui, c'est que l'éducation n'a pas été faite par les deux parents. Parce que les papas, ils ont tendance en tout cas à conduire ce même schéma que je suis là pour l'autorité. Non, on est dans un autre contexte, que l'enfant, il n'y a que les deux parents qui peuvent l'éduquer. Ce n'est pas le village qui est derrière l'enfant. Donc à nous de prendre nos responsabilités, surtout aux papas, d'assumer leur responsabilité d'éduquer les enfants. Ce n'est pas que la maman ici qui doit éduquer. C'est ce que je voulais. Disons-nous les choses, nous arrivons à la fin de notre émission avec ces mamans hors du commun investies, Madame Diawara de l'association La Femme, Madame Koulibaly de l'association La Pagef. Je terminerai juste en disant que voilà, tout à l'heure, voilà, nous avons parlé de diverses choses, notamment de l'éducation des papas, enfin l'éducation des parents, voilà, de toutes ces choses, voilà, qui a trait, on va dire, au fait que en fait, voilà, nos enfants des quartiers sont entre deux cultures. En réalité, sont, on va dire, perdus. Et le message que vous avez dit à la fin est très très clair. Et moi, je rebondirais juste sur le fait que moi, j'ai eu un rassemblement familial il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire dimanche, avec toute ma famille Fofana, voilà, de Tambacounda au Sénégal. Et je savais déjà, mais voilà, on m'a remis dans la tête que c'est tout ça pour dire que l'Occident n'a rien appris aux Africains. C'est-à-dire que nos grands-pères, là, quand ils sont arrivés, ils avaient déjà créé des SARL, des SA. Toutes ces comment dire, ces formes d'entreprise étaient déjà là. Et voilà, et ils étaient partis de rien. Et ils avaient déjà le concept de, on veut pas être des employés, on veut être des salariés. Enfin, non, on veut pas être des salariés, mais des employeurs. Et ils ont créé des espèces d'entités, des espèces d'entreprises qui s'appelaient pas entreprises à l'époque. Et ils sont unis avec d'autres qui avaient les mêmes motivations. Et ils ont fait des mariages entre familles pour que les territoires grandissent. Et c'est tout ça pour dire que l'Occident s'est beaucoup inspiré de nos grands-pères de l'époque, car ça remonte au siècle dernier. Ça remonte et l'homme africain ou la femme africaine, pour rebondir sur l'Empire mandingue qui avait sa charte sur les droits des femmes, le Kulikan Fuga. Et voilà, vous n'avez rien appris. Tout était déjà là. Quoi qu'il en soit, j'ai été très heureux de faire cette émission avec vous. Je pense que vous reviendrez car on a encore des choses à se dire. Je pense qu'il y aura un épisode 2. Là, c'était l'épisode 1. Donc, je vous remercie. Disons-nous les choses avec Madame Koulibaly de l'association La Pagef et Madame Diawara de l'association La Femme, toutes deux de Massy. Merci à vous. Merci à toi. De nous avoir invités aussi à votre émission. Merci beaucoup et très bon courage. Merci. Et j'espère que on reviendra. Voilà, ne vous inquiétez pas. Merci.